Chunk, hein? Il était le visage du fusilier, un héros de la télévision admiré par des millions de personnes. Mais derrière la célébrité, la vie de Chuck Connors n'était pas aussi parfaite qu'elle le semblait. Des luttes cachées et des histoires inédites l'ont suivi longtemps après l'arrêt des caméras. Rejoignez-nous pour découvrir les sombres secrets de Chuck Connors qui ne font que maintenant éclater au grand jour. Difficultés précoces et ambition débridée. Chuck Connors est né le 10 avril 1921 dans le quartier populaire de Bay Ridge à Brooklyn. Ses parents, Alan et Marcella Connors, avaient tous deux immigré d'Irlande dans l'espoir de se bâtir une vie meilleure en Amérique. Mais au lieu d'opportunités, ils se sont retrouvés à élever une famille en pleine Grande Dépression. L'argent était rare partout et la survie passait souvent avant les rêves. Pour la famille Connor, chaque dollar comptait et chaque repas était le résultat d'un sacrifice. Le père de Chuck travaillait comme débardeur, un travail brutal sur les docks de Brooklyn qui impliquait de longues heures dans le froid glacial et un labeur éreintant pour un maigre salaire. Sa mère acceptait de petits boulots irréguliers partout où elle pouvait en trouver, cousant pour les voisins, faisant du nettoyage léger ou aidant les familles pour des tâches diverses. Il n'y avait aucune garantie de revenus stables et cette incertitude pesait sur le foyer. Leur maison était modeste, les repas étaient simples et le luxe inexistant. Grandir dans ces conditions a appris à Chuck 2 leçons très tôt dans la vie. Rien ne lui serait jamais donné et s'il voulait quelque chose de plus, il devrait se battre pour l'obtenir. La pauvreté avait une façon d'opprimer les enfants, mais Chuck ne s'est pas replié sur lui-même. Au contraire, elle lui a donné de la résilience. Il a appris la discipline en regardant son père endurer des journées épuisantes sans se plaindre. Il a appris la détermination de sa mère qui étirait chaque dollar pour s'assurer que la famille survive. En même temps, Chuck n'était pas le genre d'enfant à rester assis tranquillement avec ses fardeaux. Il était agité, il avait besoin d'un exutoire et il l'a trouvé dans le sport. Le mouvement lui donnait un sentiment d'utilité. Lorsqu'il prenait un ballon de baseball, un ballon de basket ou un ballon de football, le monde extérieur s'évanouissait un instant. Le sport lui donnait le contrôle dans une vie où tant de choses lui semblaient incontrôlables. Dans les rues bondées de Brooklyn, Chuck a développé ses aptitudes athlétiques avec une énergie brute. Il jouait au baseball avec les enfants du quartier, participait à des matchs de basket locaux et courait partout où il y avait de l'espace. Athlétisme, football américain, baseball, basketball. Il a tout essayé et il a excellé dans chacun d'eux. Chunk 2. Les entraîneurs et les enseignants ont rapidement remarqué son talent naturel. Il n'était pas poli ou formellement entraîné, mais il était impossible d'ignorer sa taille, sa vitesse et sa détermination. Au moment où Chuck a atteint l'adolescence, les gens faisaient déjà attention à lui. À seulement 14 ans, il a attiré l'attention de recruteurs de talent qui ont reconnu que ses compétences athlétiques pouvaient l'emmener au-delà des limites de son quartier. On lui a offert une bourse à l'Adelphi Academy, une école privée de Brooklyn qui s'adressait aux familles plus riches et offrait des opportunités qu'un garçon comme Chuck n'aurait jamais imaginées. Adelphi a été un tournant. Pour la première fois, Chuck était entouré d'étudiants qui vivaient des vies très différentes de la sienne. Ils venaient de familles qui ne s'inquiétaient jamais de leur prochain repas ou de leur loyer. Au lieu de se laisser intimider, Chuck a laissé cela le stimuler. Il n'était pas là seulement pour suivre le rythme, il voulait se démarquer sur les terrains de jeu. C'est exactement ce qu'il a fait. Baseball, basketball, football américain et athlétisme. Il s'est investi à fond dans chaque sport en compétition avec un feu que ses camarades de classe plus riches avaient rarement. Pour Chuck, chaque match comptait parce que chaque match était une chance de prouver qu'il avait sa place. Cette soif, née des difficultés, est restée avec lui. Même adolescent, il y avait une intensité tranquille derrière ses yeux bleus calmes. Les entraîneurs et les pairs l'ont remarqué. Il n'était jamais satisfait, jamais disposé à se reposer sur ses lauriers. L'envie d'échapper à l'ombre de la pauvreté le poussait plus fort que quiconque sur le terrain. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de gâcher une seule opportunité et cet avenir ne faisait que commencer parce que bientôt les capacités athlétiques de Chuck l'emmèneraient dans des endroits qu'il n'avait jamais cru possible. L'athlète qui ne trouvait pas de foyer, au début des années 1940,
Chuck Connors était plus grand que la plupart de ses pairs, non seulement en taille, mais aussi en capacité. Après avoir fait ses preuves à l'Adelphi Academy, il a obtenu une place à l'université Seton Hall dans le New Jersey. Avec ses 1,95 m, ses larges épaules et ses réflexes rapides, il avait le genre de physique qui donnait envie aux entraîneurs de voir ce qu'il pouvait faire. Seton Hall est rapidement devenu la scène où Chuck a montré qu'il était plus qu'un simple athlète de quartier. À l'université, Chuck ne s'est pas limité à un seul sport. Il a joué au basketball, au baseball et même au football américain. Les entraîneurs admiraient son talent naturel, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son endurance et sa compétitivité. Ses coéquipiers se souvenaient qu'il ne ralentissait jamais à l'entraînement et qu'il voulait désespérément gagner. Chunk 3. Sa présence sur le terrain ou sur le court donnait aux gens le sentiment qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. C'est là qu'il a gagné le surnom de Chuck. Ce nom lui est venu de son habitude de crier « Chuck it to me », lance-la-moi Chuck, pendant les matchs de basketball. Le surnom est resté et à partir de ce moment-là, Kevin Joseph Connors est devenu simplement connu sous le nom de Chuck Connors. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a interrompu ses années d'université, Chuck a servi dans l'armée. Mais à son retour, il a repris là où il s'était arrêté dans le sport. La prochaine grande opportunité s'est présentée dans le basketball. En 1946, Chuck a rejoint les Boston Celtics, nouvellement formés lors de leur toute première saison dans ce qui allait devenir plus tard la NBA. Avec sa grande taille, il était l'un des hommes les plus grands sur le terrain à l'époque. Sa taille faisait de lui une figure imposante. Mais ce que l'histoire retient surtout, c'est un moment inhabituel. Au cours d'un match, il est devenu le premier joueur de la NBA à briser un panneau. Ce n'était pas intentionnel, cela s'est produit parce que l'équipement à cette époque n'était pas aussi solide que celui utilisé aujourd'hui. Malgré tout, cela lui a donné une sorte d'étrange notoriété. Même si jouer au basketball professionnel était une réussite incroyable, Chuck sentait qu'il manquait quelque chose. Le basketball ne lui semblait pas être l'avenir dont il avait rêvé. Après une seule saison, il a pris la décision audacieuse de quitter les Celtics. Au lieu de poursuivre une carrière dans le basketball, il a décidé de tenter sa chance dans le baseball, pensant qu'il offrait une plus grande promesse. Mais le baseball, le sport qu'il aimait le plus, lui a apporté ses plus grandes difficultés. En 1949, Chuck a finalement obtenu ce qu'il avait toujours voulu, une chance de jouer dans les ligues majeures. Il a fait ses débuts avec les Brooklyn Dodgers, l'équipe de sa ville qu'il avait idolâtrée étant enfant. Pour un enfant de Bay Ridge, porter cet uniforme des Dodgers aurait dû être le moment ultime de triomphe. Pourtant, son passage dans les ligues majeures n'a duré qu'un seul match. Au bâton, il a frappé dans un double jeu et avant d'avoir la chance de faire une deuxième impression, il a été renvoyé dans les ligues mineures. Ce jour-là l'a marqué pendant des années. Il a admis plus tard qu'il avait l'impression d'avoir tout gâché en un seul instant. Pourtant, Chuck n'était pas prêt à abandonner. Il a continué à se surpasser dans les ligues mineures, passant d'une équipe à l'autre dans l'espoir qu'une autre chance se présente. En 1951, il a finalement eu une deuxième chance avec les Chicago Cubs. Chunk 4. Cette saison-là, il a joué dans 66 matchs, frappé 2 coups de circuit et affiché une moyenne au bâton de 239. Selon la plupart des critères, c'était une performance respectable, mais elle n'était pas suffisante pour obtenir une place permanente. Pendant les années suivantes, Chuck est resté dans les ligues mineures, jouant partout où il le pouvait. D'abord avec les Montreal Royals, puis avec les Los Angeles Angels, qui faisaient alors partie de la Pacific Coast League. Chaque coup de bâton était rempli de détermination, mais les résultats n'étaient jamais à la hauteur de ses efforts. Bien qu'il ait la taille et la présence, il lui manquait la constance au bâton nécessaire pour percer dans les ligues majeures. Mais juste au moment où il semblait que son histoire dans le sport touchait à sa fin, quelque chose de complètement inattendu allait changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Hollywood par accident. En 1952, Chuck Connors poursuivait toujours son rêve de baseball. Il jouait pour les Los Angeles Angels, alors une équipe de ligue mineure dans la Pacific Coast League. Sa carrière dans les ligues majeures ne s'était pas déroulée comme il le souhaitait, mais il n'était pas prêt à abandonner. Chaque match était une chance de faire ses preuves.
Cet été-là, lors d'un match ordinaire, il s'est avancé au marbre et a frappé un coup de circuit qui s'est élevé dans les airs. C'était le genre de coup qui attirait l'attention non seulement pour la distance, mais aussi pour la façon dont il se comportait sur le terrain. Dans les gradins, ce jour-là se trouvait Billy Gordon, un directeur de casting pour les studios MGM. Gordon n'était pas au stade à la recherche d'un acteur, il était là pour profiter d'un match, mais quand il a vu Chuck, grand, robuste et plein de présence naturelle, il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Même au milieu d'un match de routine, Chuck avait un certain charisme. Gordon l'a décrit plus tard comme le Laurence Olivier du diamant, ce qui signifie qu'il y avait quelque chose de théâtral dans la façon dont Chuck bougeait et attirait l'attention. Après le match, Gordon l'a approché dans les vestiaires, il a tendu à Chuck une carte de visite et lui a demandé s'il avait déjà pensé à jouer la comédie. Chuck a balayé l'idée d'un revers de la main. À cette époque, il se concentrait encore entièrement sur le baseball. Hollywood lui semblait lointain comme un monde différent, mais peu de temps après, une blessure l'a mis sur la touche. Ce n'était pas la fin de sa carrière, mais cela lui a donné un rare moment de pause pour réfléchir à son avenir. Par curiosité, et peut-être sans rien à perdre, il s'est rendu au studio MGM pour un essai à l'écran. En l'espace de 3 jours, Chuck Connors avait signé son premier contrat à Hollywood. Pour un homme à qui on avait dit pendant des années qu'il n'était pas assez bon dans le sport, ce tournant soudain était bouleversant. Chunk 5. Le métier d'acteur n'avait jamais fait partie de ses plans. Pourtant, voici une porte qui s'ouvrait plus largement qu'il n'en avait jamais vu auparavant. Ses débuts ont eu lieu la même année dans le film Pat et Mike, une comédie romantique mettant en vedette Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Chuck a joué un petit rôle en tant que capitaine de police. Le rôle n'exigeait pas grand-chose de lui, mais cela lui a donné un point de départ. Se tenir sur un plateau avec des légendes comme Tracy et Hepburn était intimidant, mais Chuck a pris cela au sérieux. Il a observé attentivement, étudiant comment les acteurs chevronnés prononçaient leurs répliques et se comportaient devant la caméra. Les premières années de sa carrière d'acteur n'ont pas été glamour. Chuck a accepté tous les rôles qui lui étaient offerts. Petits rôles, personnages de fond ou apparitions dans une seule scène. Il savait qu'il n'était pas formé, alors il considérait chaque emploi comme une pratique. Il se concentrait sur le développement de ses compétences et sur le fait de prouver qu'il avait sa place dans une industrie remplie de concurrence. Au cours des années suivantes, il a travaillé régulièrement, même si les rôles étaient petits. Puis est venu le projet qui a commencé à tout changer pour lui. En 1967, Chuck a été choisi pour jouer dans Fidèle Vagabond de Walt Disney, l'un des films familiaux les plus mémorables des studios. Il a joué Burns Sanderson, une figure paternelle sévère mais juste. Bien que le film soit centré sur le garçon et son chien, la performance de Chuck s'est démarquée. Le public a vu en lui un mélange de dureté et de chaleur, un équilibre crédible entre autorité et bienveillance. Plus important encore, les gens de l'industrie l'ont remarqué. Les directeurs de casting et les producteurs ont réalisé que Connors avait quelque chose de rare. Il n'était pas seulement grand et robuste, il se sentait authentique. Sa présence ne ressemblait pas à de la comédie. Elle semblait vécue comme s'il portait le poids de véritables expériences dans chaque rôle. Et assez tôt, ce personnage allait arriver, l'attendant dans les rues poussiéreuses du Vieil Ouest, devenant le fusilier. En 1958, Chuck Connors avait passé plusieurs années à Hollywood à travailler sur de petits projets de films et de télévision. Il avait prouvé qu'il pouvait assumer une variété de rôles, mais il était toujours à la recherche du rôle qui le ferait passer d'acteur de soutien à un nom connu de tous. Cette opportunité s'est présentée lorsque les producteurs ont procédé au casting d'une nouvelle série télévisée, The Rifleman, l'homme à la carabine. Le concept de l'émission était simple mais puissant. Elle suivait Lucas McCain, un éleveur veuf du territoire du Nouveau-Mexique, élevant son jeune fils tout en naviguant dans la vie du Vieil Ouest. Chunk 6. Le rôle exigeait quelqu'un qui puisse projeter de la dureté, mais aussi de la compassion. Un homme capable de combattre le danger tout en étant une figure paternelle, tendre et protectrice. Lorsque les producteurs ont vu Chuck Connors dans Fidèle Vagabond, ils ont cru qu'il avait exactement ce dont ils avaient besoin. Sa taille et son apparence robuste le rendaient crédible en tant que pionnier, mais sa chaleur suggérait qu'il pouvait aussi être convaincant en tant que père aimant.
Chuck a accepté le rôle et The Rifleman a été diffusé pour la première fois le 30 septembre 1958. Dès le premier épisode, l'émission a touché une corde sensible auprès du public. Des familles à travers l'Amérique se sont branchées chaque semaine pour regarder Lucas McCain élever son fils Mark, tout en faisant face à des hors-la-loi, des éleveurs et des hommes de loi. L'émission est rapidement devenue un succès et Chuck Connors n'était plus seulement un ancien joueur de balle qui tentait sa chance dans le métier d'acteur. Il était désormais le visage de l'un des westerns les plus populaires de la télévision. Une grande partie de ce qui a fait le succès de l'émission était la relation entre Lucas McCain et son fils, joué par le jeune acteur Johnny Crawford. À l'écran, leur lien semblait réel. Lucas était fort mais gentil, ferme mais juste. Les téléspectateurs ne voyaient pas seulement un cow-boy, mais un père faisant de son mieux pour guider son enfant à travers un monde difficile. Ce sentiment d'authenticité ne venait pas seulement du jeu d'acteur. Hors caméra, Chuck et Johnny ont développé un lien authentique qui reflétait leur rôle dans l'émission. Chuck a pris Johnny sous son aile, devenant un mentor et un ami. Il l'a invité à des voyages de camping, à des parties de pêche et à des promenades à cheval. Il lui a enseigné des compétences pratiques, mais surtout, il lui a accordé du temps et de l'attention. Pour Johnny, qui n'avait que 12 ans lorsque l'émission a commencé, ce lien a laissé une impression durable. Plus tard dans sa vie, il s'est souvenu « Il était un vrai père pour moi » et l'affection entre eux était claire à la fois à l'écran et hors écran, et le public la ressentait à chaque fois qu'il se branchait. Alors que The Rifleman a apporté à Chuck la gloire et l'admiration, cela s'est également accompagné d'un fardeau inattendu. Le rôle de Lucas McCain était si puissant et si aimé qu'il a commencé à le définir complètement. Pour de nombreux fans, il n'était pas Chuck Connors l'acteur. Il était Lucas McCain, le père célibataire héroïque avec un fusil à la main et des leçons de morale dans chaque épisode. Ce typage l'a suivi pour le reste de sa carrière. Même lorsqu'il est apparu dans d'autres projets, le public voyait toujours l'éleveur de The Rifleman. En 1973, Chuck a joué un rôle important dans le film de science-fiction Soleil Vert aux côtés de Charlton Heston. Mais même dans un cadre aussi différent, certains critiques et directeurs de casting n'ont pas pu s'empêcher de commenter qu'il portait encore l'ombre de Lucas McCain. Chuck lui-même s'est débattu avec cette réalité. Dans une interview de 1969, il a admis « Il m'a tout donné, mais il m'a enlevé tellement de choses. Le rôle l'avait rendu célèbre, mais il l'avait aussi piégé. » Les autres personnages ne semblaient jamais lui convenir aussi naturellement et les producteurs hollywoodiens doutaient souvent qu'il puisse être autre chose que le père cowboy, Chunk Set. Et tandis que le monde l'adorait en tant que père préféré de l'Amérique, sa vraie famille vivait une facette très différente de Chuck Connors, murmure et ombre. La carrière de Chuck Connors a atteint des sommets dont la plupart des acteurs ne font que rêver. Il était la star d'une série télévisée à succès, admiré pour sa présence imposante et son physique saisissant. Pourtant, derrière l'image soignée, des histoires circulaient sur ce que c'était vraiment de travailler avec lui. Ceux qui ont partagé des plateaux avec Connors ont souvent décrit deux hommes très différents. Le professionnel charmant et la présence imprévisible qui pouvait changer d'humeur sans avertissement. Sur le plateau, Connors se comportait avec la même autorité qui rendait Lucas McCain crédible. Il avait un charisme naturel qui attirait les gens et quand il était de bonne humeur, il pouvait illuminer une pièce. Il plaisantait avec les membres de l'équipe, encourageait les jeunes acteurs et se comportait comme un chef. Pendant ces moments, travailler avec lui était une source d'inspiration. Mais cette chaleur ne durait pas toujours. Ses collègues se souvenaient de la rapidité avec laquelle il pouvait changer, devenant distant ou dédaigneux sans explication. Ces sautes d'humeur laissaient les gens incertains quant à la version de Connors qu'ils pourraient rencontrer un jour donné. Certains l'ont décrit comme imprévisible, capable d'être favorable un instant et blessant l'instant suivant. Pour les réalisateurs et les producteurs, cela faisait de lui à la fois une star précieuse et une personnalité difficile à gérer. Si le charme rude de Connors plaisait au public, il franchissait souvent les limites en privé.
Plusieurs de ses costars féminines ont admis plus tard qu'il était inconfortable de travailler avec lui. Il était connu pour ses flirts qui allaient trop loin et pour ses avances qui n'étaient pas toujours les bienvenues. À une époque où Hollywood était moins disposé à confronter ouvertement un tel comportement, de nombreuses actrices ont simplement choisi de ne plus travailler avec lui. Une actrice qui avait partagé du temps d'écran avec lui dans les années 1960 l'a résumé clairement. Il jouait un gentleman à l'écran mais ne savait pas toujours où la performance s'arrêtait. Ces mots soulignaient le fossé entre le personnage respectueux qu'il incarnait et le comportement qu'elle avait vécu hors caméra. Bien qu'aucun de ces récits n'ait mis fin à sa carrière de façon définitive, ils ont contribué à une réputation discrète qui l'a suivi à travers l'industrie. Il n'y avait pas que les costards qui remarquaient le changement entre le charme et la versatilité de Connor. Les membres de l'équipe ont parlé de la façon dont il pouvait être jovial, plaisantant avec les machinistes, les opérateurs de caméra ou les maquilleurs, donnant à chacun le sentiment de faire partie du processus. À d'autres moments, surtout s'il se sentait défié ou dénigré, il pouvait devenir intimidant. Sa taille et sa forte personnalité rendaient ces moments difficiles à ignorer pour les autres. Certains membres de l'équipe admiraient son intensité, croyant qu'elle ajoutait à ses performances. D'autres se sentaient mal à l'aise, décrivant le sentiment que Connors pouvait soit inspirer, soit menacer selon son humeur. Chunk 8, un chef électricien qui a travaillé avec lui à la fin des années 1960, s'est souvenu « On savait toujours quand Chuck entrait dans la pièce. Parfois, on était content de le voir, parfois non. » Cette dualité est devenue une constante dans sa carrière. Sa présence était impossible à ignorer, mais elle n'était pas toujours facile à gérer. Les descriptions les plus révélatrices de Connor venaient peut-être de ceux qui l'ont vu sur de longues périodes. Un réalisateur a un jour fait remarquer que travailler avec Connors, c'était comme travailler avec deux personnes. D'un côté, il y avait l'homme que le public adorait, fort, fiable, paternel et plein de charisme. De l'autre côté, il y avait un homme qui luttait en privé, accablé par la solitude et le doute de soi. Les membres de l'équipe ont parlé de moments où Connor, après avoir terminé une scène puissante, se retirait dans sa caravane et s'asseyait tranquillement, parfois en larmes, et ses ombres ne faisaient que devenir plus visibles à mesure que sa renommée commençait à s'estomper, une star consumée par sa propre image. Dans les années 1970, Chuck Connors n'était plus seulement un acteur qui avait joué Lucas McCain. Il était à bien des égards piégé à l'intérieur de lui. L'homme à la carabine lui avait donné une renommée durable, mais il avait aussi créé une cage. Les directeurs de casting et les producteurs le voyaient comme le père cow-boy stoïque et rien d'autre. Alors que certains acteurs se réinventaient avec l'âge, Connors a constaté que l'industrie n'était pas disposée à le séparer du rôle qui l'avait rendu célèbre. Le typage est devenu son plus grand fardeau. Des scénarios lui sont parvenus, mais la plupart étaient des échos de l'homme à la carabine, des variations d'un cow-boy, d'un shérif ou d'une figure paternelle robuste. Connor voulait plus. Pourtant, lorsqu'il essayait de s'écarter de ce type de rôle, il était rejeté. Les rôles dans les comédies, les drames ou les thrillers étaient rares. Et quand ils arrivaient, le public et les critiques le comparaient toujours à Lucas McCain. Au lieu d'échapper à l'ombre de l'homme à la carabine, Connor s'y est appuyé. Les apparitions publiques mettaient souvent en évidence son passé à la télévision et il refusait rarement les occasions de discuter du personnage. Avec le temps, la frontière entre Chuck Connor, l'homme, et Lucas McCain, le personnage, s'est estompée. Des amis ont dit plus tard qu'il se comportait hors écran comme s'il était encore dans les rues poussiéreuses du vieil Ouest. C'était comme si le rôle avait pris le dessus sur sa véritable identité, le laissant incapable de progresser en tant qu'acteur ou en tant que personne. Alors que ses opportunités de carrière diminuaient, sa vie personnelle devenait de plus en plus instable. Connor est devenu connu pour ses relations explosives, poursuivant souvent des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Ses mariages s'étaient déjà mal terminés et à cette époque, il semblait réticent ou incapable de construire des partenariats durables. Ceux qui passaient du temps avec lui le décrivaient comme impulsif, facilement frustré et sujet à des accès de colère soudains. Une partie de cette versatilité venait de son obsession à maintenir l'aura de la célébrité.
Même si ses emplois d'acteur devenaient plus petits, il s'habillait, se comportait et parlait comme s'il était toujours au centre d'Hollywood. Chunk 9. La reconnaissance du public était quelque chose qu'il désirait ardemment et il se sentait mal quand elle était absente. Des amis ont remarqué que son charme, autrefois naturel, commençait à paraître forcé, comme s'il jouait le rôle de Chuck Connors, la star, plutôt que d'être simplement lui-même. Ceux qui connaissaient le mieux Connor le décrivaient souvent avec un mélange d'admiration et de frustration. Il avait un côté généreux, capable de chaleur et de gentillesse quand il choisissait de le montrer. Il se mettait en quatre pour aider ses amis avec des opportunités ou pour impressionner une pièce avec son humour et sa présence. À son meilleur, il donnait aux gens le sentiment d'être valorisés. Mais cette chaleur était inconstante, le même homme qui pouvait être magnétique pouvait aussi devenir froid et distant. Ses amis sentaient souvent un mur entre eux et Connor, comme s'il ne laissait jamais personne entrer complètement. Une connaissance de longue date l'a exprimé de cette façon. Il pouvait vous faire sentir comme la seule personne dans la pièce, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il n'écoutait pas vraiment. C'était un rappel que son charme masquait souvent une distance émotionnelle plus profonde. Vers la fin de sa carrière, Connors avait construit une vie presque entièrement autour du personnage de star qu'il avait autrefois gagné. Les événements publics, les conventions de fans et les réunions de western l'ont maintenu sous les feux de la rampe, mais ils lui ont également rappelé ce qu'il avait perdu. Il était célébré, mais plus pour un personnage que pour lui-même. L'ironie était claire. Lucas McCain lui avait tout donné, mais l'avait aussi privé de la liberté d'être quelqu'un d'autre. Et à l'approche des années 1980, le poids de cette image allait s'alourdir, entrant en collision avec des problèmes de santé que même sa performance la plus forte ne pouvait cacher. Le dernier chapitre. Au début des années 1990, Chuck Connors n'était plus la figure imposante qui remplissait autrefois les écrans de télévision en tant que Lucas McCain. Des décennies de vie difficile, de mariages ratés et une lutte acharnée pour conserver son image de star avaient fait des ravages. Sa santé, qui avait semblé aussi forte que son personnage public, a commencé à s'effondrer. Au début de 1992, Connors a reçu le diagnostic qui allait marquer sa dernière année, un cancer du poumon. Une vie entière de tabagisme intense l'avait rattrapé. Il était connu depuis longtemps pour allumer des cigarettes sur et hors du plateau. Et si fumer avait autrefois été une habitude courante à Hollywood dans les années 1990, ses dangers étaient indéniables. Les médecins lui ont annoncé la triste nouvelle que la maladie s'était propagée et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour l'arrêter. La même année, il a été de nouveau hospitalisé après avoir développé une pneumonie. La maladie l'a laissé faible et alité, un contraste frappant avec l'image forte qu'il avait toujours projetée. Pour ses amis et ses fans, il était choquant de voir un homme qui s'était autrefois comporté avec une telle puissance maintenant fragile et dépendant des soins hospitaliers. Chunk 10. Pourtant, Connors a essayé de conserver sa dignité, accueillant les visiteurs avec son charme habituel, même lorsque son corps le lâchait. Le 10 novembre 1992, Chuck Connors est décédé à Los Angeles. Il avait 71 ans, sa mort a été largement rapportée avec des titres se souvenant de lui comme l'homme à la carabine, le rôle qui avait défini sa carrière et l'avait suivi jusqu'à la fin. Ses funérailles ont attiré des amis, des collègues et sa famille. Mais un moment s'est démarqué. Johnny Crawford, qui avait joué son fils Mark dans The Rifleman, a rendu un hommage émouvant. Les larmes aux yeux, il a dit « Il était un vrai père pour moi ». Ces mots avaient du poids parce que pour Crawford, Connors avait vraiment été un mentor et une figure de proue, tant à l'écran qu'à l'extérieur. Pourtant, pour les propres filles de Connors, la réalité était différente, marquée davantage par l'absence et la déception que par la dévotion paternelle. Le contraste à ses funérailles reflétait la contradiction de toute sa vie. La mort de Connors a laissé derrière elle non seulement un héritage de célébrité télévisuelle, mais aussi une énigme persistante quant à savoir qui il était vraiment. Pour des millions de téléspectateurs, il serait à jamais Lucas McCain, le père idéal, le cow-boy moral, l'homme qui défendait la justice tout en élevant son fils avec amour et force. Cette image ne s'est jamais estompée, même des décennies après l'arrêt de l'émission.
Mais ceux qui le connaissaient en privé décrivaient un homme bien différent. Pour ses femmes et ses enfants, il était souvent distant, instable et consumé par sa propre célébrité. Pour certaines de ses costards, il était charmant mais inapproprié, un homme dont le charisme portait parfois une facette plus sombre. Pour ses amis, il était à la fois généreux et froid, présent et absent, ouvert et pourtant inaccessible. En fin de compte, Connors a vécu comme une contradiction monumentale. Il était le père de l'Amérique à la télévision, mais avait du mal à l'être à la maison. Il était un charmeur magnétique qui pouvait attirer l'attention dans n'importe quelle pièce, mais aussi un partenaire dont le comportement pouvait causer de la douleur. Le rôle de Lucas McCain est devenu son armure, le protégeant, l'élevant et finalement le piégeant dans une identité à laquelle il n'a jamais pu échapper complètement. Si vous avez apprécié ce regard approfondi sur sa vie, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires sur les stars qui ont façonné l'histoire d'Hollywood.